Bonsoir les gens, content de vous revoir, entendons-nous bien, hein, c'est surtout vous qui me revoyez. Je suis un petit peu désolé de vous avoir fait fond beau la semaine passée, mais vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui j'ai encore tendance à pas mal tousser, je m'en excuse par avance, mais alors la semaine passée c'était vraiment pire, j'étais pas du tout en état de faire quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à un live stream. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui débarquent un petit peu comme ça, en fait, pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur le stream, donc je vais quand même un petit peu récapituler. Ça sera surtout pour les gens qui vont regarder ça en rediff. Salut Victor, merci d'être là. Ce stream, le stream du jeudi, quand je stream le jeudi, généralement, c'est pour des choses qui n'ont pas de rapport avec la musique. Et là, comme le plus souvent, je fais de l'écriture / réécriture de jeux de rôle. J'ai écrit un jeu de rôle de science-fiction qui s'appelait Tigre Volant jusqu'à pas très longtemps, qui maintenant change de nom pour s'appeler Erdorine 2300. Ça ne change pas grand-chose quant à l'univers du jeu, mais ça va changer pas mal de choses quant à la manière dont le livre est présenté et surtout quant aux mécaniques de jeu. Et là, aujourd'hui, je vais revenir sur plusieurs choses. Je vais faire un petit retour sur la convention Octogone qui a eu lieu à Lyon mi-octobre et qui est probablement la raison pour laquelle j'ai chopé la crève, mais ça en valait la peine. D'une certaine, en tout cas d'un point de vue rôliste, ça valait parfaitement le coup. Et puis, on va parler un petit peu des trucs Flying Tigers, salut 46&2, exactement, les Flying Meows. Donc là, j'ai quand même un t-shirt Erdorine 2300. Alors, on voit pas très bien le 2300, parce que c'est quand même un petit peu surexposé. Mais voilà, ça c'est le t-shirt officiel que vous pouvez trouver sur la boutique Redbubble. Les liens sont pas dans les vidéos de rediff, mais vous pouvez trouver ça dans les autres vidéos Radio Erdorine. Voilà, donc, premier point, faire un retour sur la convention Octogone, ce qui s'y est passé, faire un deuxième point sur l'écriture ou la réécriture de la partie mécanique de jeu. J'avais déjà commencé la fois passée, c'était donc avant la convention Octogone, et là, je vais quand même vous montrer, j'ai pas mal avancé. Alors, en même temps, je reprends des textes qui ont été écrits par mon collègue et binôme Antoine, Edemort pour ceux qui le connaissent, qui a écrit en fait toute la mécanique Love Inside sur la base de trucs que j'avais fait auparavant. Et moi, ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai repris de mémoire ce qu'il avait écrit et j'ai essayé de reformater ça, de synthétiser d'une certaine façon. Je lui ai quand même montré les trucs, il a trouvé que c'était une bonne synthèse, en tout cas pour le moment. Donc je suis assez content de ce point de vue-là. Et vous allez voir en fait que cette réécriture, je crois que j'en avais déjà touché un mot la dernière fois qu'on avait parlé du jeu de rôle. Cette réécriture, en fait, m'a mis en lumière un certain nombre de questions, des questions assez techniques, ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire quel nom on va donner à certains éléments du jeu, parce que je m'aperçois qu'il y a des trucs qui se collisionnent un petit peu. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Et puis ensuite, je vais finir par revenir sur une idée que j'ai eue. En fait, c'est une reformulation d'une idée que j'avais depuis un petit moment. C'est sur la manière dont sont présentés les personnages. Avec les nouvelles mécaniques de jeu qui sont très narratives. L'idée, et ça on essaiera peut-être ensemble de faire un exemple, c'est d'avoir potentiellement une feuille de personnage qui soit en fait extrêmement descriptive, qui soit en fait, en même temps que ça soit l'historique du personnage, c'est la feuille de personnage. On va voir ce que ça peut donner. Enfin, c'est un petit peu une idée, c'est peut-être complètement foireux, hein, ça va peut-être pas marcher du tout, et je pense que ça peut marcher avec certains joueurs et pas avec tout le monde. Mais enfin, le concept derrière me plaît bien, et on va voir ce que ça peut donner. Ça, c'est aussi des réflexions que je m'étais faites en regardant un petit peu à quoi ressemblent les feuilles de personnages à l'heure actuelle, et c'est pas très glamour. Mais bon, voilà. Donc, Octogone. Alors, Octogone, c'est, je pense... Alors, c'est pas forcément le plus gros événement ludique de France, parce qu'on a un truc comme le Festival international des jeux à Cannes, qui est plus grand que ça. Mais le Festival international des jeux à Cannes, c'est un truc qui couvre tous les jeux, à part peut-être les jeux vidéo, et encore, ça fait longtemps que je suis pas retourné, j'en suis pas 100% sûr, mais vous avez quand même des stands consacrés à la belote, donc je veux dire, ça, c'est vraiment une gamme super large, et là-dedans, la partie jeu de rôle, en fait, elle est passablement réduite.
Et par rapport à ça, Octogone est peut-être un peu plus restreint dans sa définition de jeu. Donc c'est beaucoup du jeu de plateau, du jeu de société un petit peu évolué. On n'est pas dans le Monopoly de base, ainsi que il y a des protos, il y a des prix Octogone qui sont décernés pour des prototypes de jeux, ainsi que pour des jeux de rôle. D'ailleurs, c'est un jeu de rôle de dés sans face, un des jeux de rôle de dés sans face, la collection Max Brown qui est sortie récemment, qui a eu le prix Octogone du meilleur jeu de rôle de création francophone, si mes souvenirs sont bons. Autant dire qu'on était sur un petit nuage pendant à peu près toute la conve avec ce truc-là. Mais donc il y a quand même un assez grand espace consacré au jeu de rôle en général, et aussi de façon peut-être plus générale à la culture de l'imaginaire, parce que dans la partie jeu de rôle, vous allez également trouver des auteurs de BD, des auteurs de bouquins, des romans, pas mal d'autres trucs qui sont en rapport avec l'imaginaire au sens large du terme. Et ça donne quand même un espace qui va couvrir à peu près la moitié du deuxième étage de la salle, qui s'appelle le Double Mixte, qui est juste à côté de l'université de Lyon-Villeurbanne. Voilà. Ça a lieu sur 3 jours, ça commence 2 jours et demi en fait, ça commence le vendredi vers 14h, ça ne s'arrête jamais, donc si vous voulez jouer à 3h du matin, vous pouvez, faut encore trouver un MJ, mais enfin dans l'absolu, les portes ne se ferment pas la nuit, c'est vraiment de l'activité non-stop, du vendredi 14h au dimanche 18h en gros. Alors autant dire que nous on n'est pas resté la nuit parce que voilà, on est des vieux quoi, donc, et puis en plus il y a des super bons restaurants à Lyon, donc voilà, on a un petit peu profité. Et puis donc avec 2D sans face, on avait réussi à avoir un petit espace sur le stand Sans Sucre, qui est un prestataire de service, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis très très longtemps. À l'époque, moi j'avais travaillé avec Céline, qui est donc la tenancière de Sans Sucre, sur le projet comment ça s'appelait déjà, ça, le jeu de rôle steampunk avec les écrivains, et maintenant je ne me souviens plus, j'ai bossé sur ce jeu et je me souviens plus, le titre vient totalement de me sortir de la tête. Je vais peut-être regarder derrière pour voir si je l'ai là. Hein, c'est ça, City Hall. City Hall, donc basé sur un manga français, et donc j'avais collaboré, j'avais écrit pas mal de trucs pour le supplément de l'écran, et puis donc c'est comme ça qu'on avait connu Céline, et puis grâce à elle on a réussi à travailler avec Ankama et surtout Florent Baudou sur Freaksquill, le jeu d'aventure. Et puis elle est restée, en fait, on collabore beaucoup avec elle pour tout ce qui est en fait les aspects, on va dire, plus techniques, fabrication, distribution, ce genre de choses. Et du coup, on avait un stand 2D sans face qui était sur le plus grand stand. En fait, c'était quasiment la convention était organisée un petit peu en îlot. Vous avez des grands stands sur lesquels vous aviez plusieurs éditeurs qui se regroupaient. C'était bien mieux organisé que l'année passée, où l'année passée, ça avait été le bordel. On s'était retrouvé dans une sorte de chicane. C'était au niveau circulation. Pardon. Au niveau circulation, ça avait été catastrophique, et d'ailleurs, ils avaient eu quelques soucis avec la sécurité à ce niveau-là. Et puis, donc là, on avait vraiment une circulation qui était super fluide. Il y avait pas mal de monde, mais du coup, ça circulait bien. Et puis donc, on avait prévu de faire des parties courtes. Comme on a plusieurs jeux à présenter, on avait donc la collection Max Brown, qui est donc l'autre dernière sortie, on avait Itrasby, qui est l'avant-dernière sortie, donc moi je faisais des démos de Erdorin 2300, on avait également les Contes du Soleil Couchant, qui est la prochaine sortie, si, promis juré, et du coup, on avait une table qui était juste derrière notre stand, là encore sur l'îlot, c'était super pratique, et on organisait des parties, on avait des créneaux d'à peu près 1h30, 2 heures, et on faisait des parties qui faisaient 1 heure, un peu plus, donc là, ça donnait des trucs qui étaient très très courts, et moi, ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'avais repris notamment un des éléments, j'ai fait 3 parties en tout, j'en avais prévu une 4e le vendredi matin, enfin le vendredi après-midi, mais il n'y a pas eu assez de monde, du coup elle a été annulée.
mais j'ai fait 2 parties le samedi, une partie le dimanche, et pour 2 des 3 parties, j'avais repris un élément que j'utilisais dans un scénario que je joue quasiment tout le temps, qui s'appelle Station debout, où les personnages débarquent sur une station, ils doivent rechercher des pièces détachées, tout en évitant que des personnes plus ou moins bien intentionnées jettent un œil sur la cargaison qu'ils sont pas censés avoir dans leur vaisseau, et évitent de remarquer qu'ils sont pirates alors qu'ils sont pas censés être là non plus, enfin bref, c'est un bordel sans nom. Et en grosso modo, les personnages se retrouvent dans une vente aux enchères qui est sur une station spatiale. Ils arrivent dans un endroit et ça ressemble à une grange du Kentucky au XXe siècle. Inspiré d'ailleurs d'une histoire vraie d'une certaine façon, parce que c'est inspiré d'un épisode d'une série de télé-réalité qui s'appelle American Pickers. Qui suit deux antiquaires américains qui vont se balader dans les coins les plus paumés des USA. Ils vont fouiller dans les granges, ils vont fouiller dans les décharges, dans les trucs absolument improbables, et ils vont récupérer des objets pour les revendre évidemment à bon prix. Et ils étaient arrivés dans une vente aux enchères comme ça, et ça m'avait totalement halluciné. Du coup, j'ai repris l'idée, qui est en plus totalement dépaysante, parce que tu t'imagines pas dans une station spatiale, surtout qu'il n'y ait pas de culture terrienne, de te retrouver dans une grange du Kentucky avec des gens qui jouent de la bluegrass au banjo et à la contrebasse, de la bière, des bottes de paille partout, enfin. Les personnages sont complètement entrés dedans, ils sont bien déchaînés. Ils ont fait plein de grosses bêtises, c'était un vrai bonheur, ça a super bien marché. Mais du coup, qu'est-ce que ça m'a un petit peu appris ? Alors ça m'a appris d'une part que les mécaniques de jeu fonctionnent raisonnablement bien, qu'en plus ces scénarios courts ont l'avantage que j'ai pas besoin d'introduire des tonnes de trucs sur l'univers. Je leur dis simplement, vous êtes dans une station spatiale extraterrestre et vous débarquez dans un endroit qui ressemble à une grange du Kentucky. Les gens comprennent tout de suite quel est le problème. Et du coup, bon, pas besoin d'en faire des tonnes sur la présentation de l'univers, pas besoin d'en faire des tonnes sur la présentation des mécaniques de jeu parce que c'est quand même raisonnablement simple. Et puis tout le système de gestion de ressources, tout le système d'assistance entre les différents PJ, le love, tout ça, ils comprennent très bien le bazar. Et fondamentalement, ça a vraiment super bien marché. Et là, j'étais vraiment très content de ça. Par contre, je me suis aperçu d'un truc, c'est que je reprends toujours un petit peu les mêmes feuilles de personnages, et ces feuilles de personnages, ça sent vraiment le proto, et c'est pas très très joli. Donc j'essaye de trouver justement, c'est la raison pour laquelle j'en viens à cette idée de présenter les personnages un petit peu sous une forme beaucoup plus descriptive. On en discutera un petit peu plus tard. Et puis, le gros souci que j'ai, et là on va revenir aux mécaniques de jeu, je vais passer sur mise au point caméra 2, on va parler de ces mécaniques de jeu que j'ai quand même pas mal réécrites. Du coup, on va regarder un petit peu ensemble le truc. Comme c'est pas très très long, je vais vous le lire assez rapidement. En grande partie, c'est des choses qu'on avait déjà vues la fois précédente. Donc, en résumé, les mécaniques de jeu d'Eldorine 2300 reposent principalement sur des éléments descriptifs. Les personnages joueurs étant au centre de l'action sur surtout leurs éléments descriptifs qui sont mis en avant. Ces éléments descriptifs sont désignés sous le thème générique de trait. Un trait peut être une description, moche, costaud, un comportement colérique, précis, une compétence, ingénierie, pilotage, voire une phrase clé, je me vengerai ou même pas peur. À cet élément se rajoute le concept de love, une réserve de points d'action qui permettent d'améliorer les résultats et qui se remplit grâce aux passions des personnages. Ces passions peuvent être un objet fétiche, comme par exemple Titine, le fusil de précision antimatériel, ou Zen, un vaisseau cargo qui a vu des millénaires meilleurs, ou une activité comme le jeu de rôle jusqu'au bout de la nuit, ou la lecture de manuels techniques, ou oui c'est un peu pareil, ou une personne, quelqu'un qu'on aime bien. Alors, en théorie, tout élément descriptif d'un personnage est un trait. Son peuple, sa culture, ses compétences, même son pseudo. Idéalement, les traits et les clés racontent l'historique du personnage et réciproquement. Genre, quand j'étais mercenaire, trait, j'ai appris à tirer à l'arme lourde, clé, et à réparer un turbopropulseur avec une microforge de fer blantier, clé. Ce n'est pas toujours possible, ni même souhaitable, mais c'est l'idée générale. Et là, il y a parenthèse et pas au bon endroit. Boum, on va déjà corriger ça, bim. On viendra plus tard, mais si je dis que c'est pas toujours possible ni même souhaitable, c'est que les joueurs vont pas forcément adhérer à cette idée. Alors les traits ont toujours une valeur de 1, mais il peut avoir des sous-traits que l'on appelle clés, qui eux peuvent avoir une valeur supérieure à 1. Par exemple, un trait combat peut avoir une clé bagarre de barre dont la valeur peut aller de 1 à beaucoup. Le trousseau de clés, pour éviter le côté 1 trait, watt 1000 clés, la limite de clés par trait est de 5. Bon, ça c'est un truc un petit peu de base, j'ai hésité entre 3 et 5, mais on va dire 5 pour le moment.
On verra plus tard comment ça se goupille. Alors, quant aux actions, une action, c'est quand un personnage doit utiliser un de ses traits face à une opposition. L'opposition est définie par une valeur de difficulté, et le but est d'avoir plus de points que cette difficulté. Le premier type d'action, c'est l'action dite à l'arrache. Elle arrive quand le personnage peut, avec un seul trait et les clés qui sont rattachées, aligner plus de points que l'opposition. Il réussit peut-être même sans y penser. Je suivrai tout ça en replay, même si je n'y connais pas grand-chose en jeu de rôle. Bon rétablissement Stéphane. Bah écoute, merci beaucoup 46and2. Merci d'être passé en tout cas. Et puis bah bon replay, puis tu m'en diras ce que tu penses. Alors le replay, généralement, je rappelle, le replay, il est pas sur la chaîne Radio Erdorine. Il est sur la chaîne, entre guillemets, secondaire qui s'appelle Erdorine, et il est également sur Peertube. Cette fois-ci, il faut voir ce que je vais essayer de penser à mettre des liens un peu plus précis là-dessus. Voilà. Donc, on est toujours sur l'action dite à l'arrache. Alors, il doit cependant avoir plus de points que la difficulté. Si la difficulté est de 3, il doit pouvoir aligner 4 points en cas d'égalité. Soit il échoue, soit il réussit, mais de justesse et pas sans dommage. Le personnage peut aussi choisir de faire un effort et réaliser une action soignée. Et pour cela, il investit un point de love. En cas d'égalité, c'est lui qui gagne, et en plus, c'est plus propre et classe. On verra, les actions soignées ont aussi un autre impact, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Un personnage peut également choisir de faire une action complexe. Pour cela, il faut d'abord qu'il ait dépensé un point de love pour faire une action soignée, et ensuite, il peut dépenser un autre point de love pour activer un deuxième trait et les clés qui vont avec. Il peut même activer un troisième point de love pour un troisième trait, etc. Alors en fait, il peut dépenser un troisième point de love pour activer un troisième trait. Voilà, donc ça c'est quand même un peu plus compréhensible. De même, le personnage peut aussi utiliser un point de love pour faire intervenir un autre personnage avec lequel il a un lien. Un autre PJ, mais pas forcément. C'est une action combinée. Alors ensuite, suit un exemple, Stuka McDrive, Rowan de son état, se retrouve impliqué dans une bagarre de bar. Comme il essaye d'être discret, il décide de se faire tout petit à sa table, ce qui n'est jamais facile pour un Rowan. Pas de bol, quelqu'un semble décidé à lui taper dessus parce que raison et adrénaline et aussi probablement beaucoup d'alcool. Le Rowan a un trait combat et la clé bagarre de bar à 1, ce qui fait un total de 2. Son attaquant n'est pas vraiment doué, ce qui donne une difficulté de 1, dont il se débarrasse d'un nonchalant revers de bouteille, ce qui est donc une action à l'arrache. Sauf que son adversaire avait des potes tout aussi peu doués, mais ils sont 2, d'où une difficulté de 2. Stuka décide donc d'utiliser de nouveau son trait combat et la clé idoine pour une valeur de 2 et de dépenser un point de love pour une action soignée. Il renverse sa table sur ses 2 attaquants, égalité de score mais avantage au Rowan grâce au love. Sa manœuvre a cependant attiré l'attention d'un peu tout le monde et Stuka se retrouve au milieu d'une mêlée sauvage avec une difficulté qui monte à 4. Il décide de dépenser un nouveau point de love pour une action soignée avec les mêmes traits, mais en plus d'en dépenser un second pour activer son trait Rowan et la clé indestructible, ce qui lui donne un total de 4. De nouveau égalité mais avantage, Love conquers all. Et si on n'a pas les traits qu'il faut, eh ben c'est triste. Alors plus sérieusement, enfin je me comprends, soit le personnage décide d'échouer et on en discute un peu plus loin, soit il essaye quand même, en utilisant des traits pas forcément adaptés. Le but est de convaincre le DM et les autres joueurs que c'est parfaitement régulier. Oui, dans Erdorine 2300, la mauvaise foi est un atout. Alors, vous avez remarqué qu'à aucun moment, il n'y a eu de jet de dés dans les exemples ci-dessus, c'est normal. Il existe cependant une mécanique pour les rollers de dés compulsifs et les autres aussi, ce qu'on appelle les risques. Un personnage peut décider de prendre un risque lors d'une action, il lance alors le nombre de dés de son choix, chaque nombre pair sur le dé correspond à +1 au résultat de l'action, et inversement, chaque nombre impair donne un -1. Au cours d'une partie, un personnage ne peut pas lancer plus de dés de risque que son score de réputation qui était expliqué un petit peu plus tard. Alors, les conditions, une condition c'est un trait, mais négatif, c'est souvent la conséquence d'un échec et c'est quelque chose que le DM peut activer pour augmenter la difficulté d'une action. En règle générale, un échec donne droit à une condition de niveau 1 s'il y a une grande différence entre la difficulté et le score obtenu par le personnage joueur, ça peut monter à plus. Disons, pour donner un ordre d'idée, le niveau d'une condition peut être la moitié de cette différence, donc par exemple une condition de niveau 3 pour une différence de 6. Échec volontaire, si les personnages joueurs décident de complètement rater son action, il encaisse une condition de niveau équivalent à la moitié de la difficulté, mais récupère autant en love. Donc il y a un intérêt à rater ses actions. À faire exprès, je veux dire, faut vraiment le dire clairement.
Je vais peut-être d'ailleurs le rajouter. Pendant que le joueur l'annonce clairement. Alors, l'équipement, alors ça c'est nouveau, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a Mister Al84, coucou de passage, juste rentré du boulot, bisouille, c'est Alicia. Je tique là parce que c'est pas du tout le pseudo habituel et par contre c'est à peu près les mêmes. Ah bah oui, c'est Ali, exactement. Eh ben salut Ali, content de te voir. Je sais pas si tu peux rester un petit moment parce que là il y a des choses, il y a des nouveautés. Je sais pas pourquoi. Effectivement, pour accentuer le côté loser magnifique, ça, oui, tout à fait, complètement, l'idée de vouloir perdre exprès. Dans Tigre Volant 3e édition, il y avait la possibilité de faire un échec critique exprès, pour pouvoir faire une réussite critique ensuite. C'est à peu près la même idée. Alors, pour l'équipement, et là on rentre dans les trucs un petit peu nouveaux, je crois pas que j'en avais parlé la dernière fois. La règle de base, c'est qu'il est logique qu'un personnage ait... Alors, c'est le verbe avoir, c'est pas le verbe être, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ait telle ou telle pièce d'équipement. Alors, la règle de base, c'est que s'il est logique qu'un personnage ait telle ou telle pièce d'équipement, c'est le cas. Un peu tout le monde aura des vêtements, oui, même les Eldar, un communicateur sous une forme ou une autre, suivant les lieux, même une petite arme d'autodéfense. Cet équipement standard n'apporte pas de bonus. L'équipement qui vaut la peine d'être décrit, c'est celui qui est particulier au personnage. Ce n'est pas seulement un automag, c'est le flingue de sa grand-mère quand il était shérif d'une petite bourgade du Texas. Ce n'est pas une simple caisse à outils, c'est le matériel qu'il a accumulé en bourlagant avec le RPF, qui peut démonter ou monter tout de la yaourtière soviétique au générateur antigrave Sciensk. Bon, c'est de très mauvais exemples, les yaourtières soviétiques, ça se démonte avec un canif. Mais bon, l'équipement fonctionne comme un trait, il a plusieurs clés qui représentent des avantages et des capacités spéciales, il peut également avoir des conditions, à savoir des défauts. L'équipement fonctionne, bon ça voilà, là je l'utilise 2 fois. Alors, en termes de mécanique, alors non, on va juste faire comme ça. C'est un trait gratuit, mais qui ne fonctionne qu'à partir d'une action soignée. En clair, si un personnage réalise une action soignée et qu'il a un équipement qui fait sens, il peut l'activer gratuitement, mais ça ne compte que pour un seul objet. Toute activation d'un objet supplémentaire requiert du love, comme pour un trait classique. Voilà. Là, c'est vraiment pour essayer de poser, vous avez vraiment les règles de l'équipement, c'est quand même vraiment turbo simple. Alors, ensuite, on arrive sur l'expérience légende réputation. Je crois que ça, je crois que c'est des choses que j'avais ajouté un petit peu depuis. Au fur et à mesure de leurs aventures, les personnages vont gagner de l'expérience et qui leur permettait d'acquérir des nouveaux traits ou d'augmenter leurs clés. Il faut compter 2 points d'expérience pour un nouveau trait qui viendra avec 2 clés, et autant de points d'expérience que le niveau à atteindre pour augmenter le niveau d'une clé. Passer de 3 à 4 nécessite donc 4 points d'expérience. Les personnages acquièrent un point d'expérience par session, plus 1, très exceptionnellement 2, en cas d'action spectaculaire. Mais dans tous les cas, les personnages doivent décrire ce qu'ils ont fait pour obtenir chaque point d'expérience. Cet ensemble de descriptions constitue la légende du personnage. À noter que d'autres joueurs peuvent proposer leur propre version de la légende, et c'est celle qui obtient une majorité de voix qui compte. La réputation du personnage est équivalente au nombre de traits sans les clés ni l'équipement qu'il possède. Initialement, ça tourne donc autour de 4. 4 ou 5, je sais plus, mais enfin dans ces eaux-là. Et c'est là où on rentre dans la question que j'évoquais dans le titre de ce live, mais également un petit peu plus tôt dans le live, où peut-être que je me rappelle de regarder la bonne caméra, comme d'habitude. C'est la question de la taxonomie, et c'est là où je vais avoir un petit peu besoin de vous. Alors de vous qui êtes dans le live, mais on n'est pas beaucoup, mais ça sera également potentiellement pour les gens qui sont qui vont regarder la rediff. Hein, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre, parce que le problème que je me suis aperçu, c'est que il y a des termes que j'utilise, comme par exemple le terme trait, que j'utilise pour 2 choses distinctes, qui se recoupent, et ce qui rend le truc un petit peu bordélique. Typiquement, un trait,
défini comme tout type d'élément narratif qui apporte un bonus au personnage. Mais ça désigne également une sous-catégorie qui désigne les compétences, les caractéristiques. Donc à peu près tout sauf l'équipement. Et ensuite, on a la clé qui est le sous-trait désignant les spécialisations du trait plus. Et c'est là où il va falloir que je trouve des termes qui sont un peu plus distincts. Et qui permettent de poser un petit peu les choses de façon plus propre. Et j'ai un petit peu le même problème, c'est un peu moins grave, mais j'ai un petit peu le même problème avec équipement. L'équipement, c'est un type de trait en rapport avec le matos, mais c'est également le matos, donc l'objet en lui-même. Et du coup, comme ça fait, ça se collisionne un petit peu avec deux trucs différents. Voilà, ça me chiffonne un peu, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir que je réfléchisse. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous voyez un petit peu des trucs, parce que le truc, c'est qu'on pourrait dire compétences ou caractéristiques, ou en caractéristiques, ça pourrait jouer parce que c'est un terme un petit peu générique, mais le problème, c'est que dans le jeu de rôle, quand on parle de caractéristiques, je parle de traits, donc le truc pour désigner le trait, ce que j'appelle trait plus ici. Caractéristiques, quand on parle de jeu de rôle, c'est typiquement les trucs du genre force, intelligence, dextérité, sagesse, vous connaissez le machin. C'est un terme qui est déjà passablement connoté. Réutiliser un terme aussi connoté pour quelque chose qui en fait n'a pas tout à fait rapport avec ça, je suis pas certain que ça soit une très très bonne idée. Idem pour l'équipement, c'est un terme générique et c'est aussi un terme un peu plus précis. Et ça, je pense qu'il va falloir que je trouve des trucs qui collent avec ça, quoi. Voilà, alors je sais pas si vous avez quelques idées, moi pendant ce temps je vais quand même regarder voir un petit peu s'il se passe des choses sur les autres trucs, mais là visiblement non, c'est un peu le désert de Gobi, mais en moins peuplé. Bon, déjà qu'on n'est pas grand monde, j'espérais un peu plus de monde sur le stream, je suis un petit peu déçu, je dois dire. en même temps. Si c'est pour voir un vieux mec tousser, je comprends que c'est pas forcément le truc le plus sexy de la planète. Et puis voilà, donc là encore, l'écriture de jeu de rôle n'est pas non plus le truc le plus sexy de la planète. Mais hop, là j'ai encore touché la clé, le bouton qu'il fallait pas. Désolé, j'ai encore fait un zoom avec la molette. La molette. Bouh, bonjour Axel. Les malades parlent aux malades. J'ai encore un reste de crève qui me pourrit un petit peu la vie, donc si ça tousse, c'est normal. En fait, le souci que j'ai, c'est qu'à partir du moment où je commence à tousser, ça s'arrête quasiment plus. Parce que je tousse, donc ça m'irrite, donc je tousse. Donc voilà, c'est un petit peu le truc agaçant. Alors, soyons clairs, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines, surtout la semaine passée. Ouais, en fait, c'était à partir de vendredi. Vendredi, il y a 2 semaines, j'avais fait le live Radio Ardorine, mais j'étais complètement en vrac. C'était absolument catastrophique. J'avais fait le débrief de l'épisode de septembre. J'aurais pas dû, en fait, parce que c'était vraiment pas bon. Et puis, non seulement j'aurais pas dû, mais en plus, j'aurais pu, ça m'aurait donné un sujet pour le live que je vais faire demain, où en fait normalement ce live aurait dû être consacré au live report ou 2 concerts auxquels j'étais censé aller la semaine passée, et dans l'état dans lequel j'étais, autant dire que les 2 concerts j'en ai pas vu la queue, ce qui d'ailleurs m'agaçait beaucoup parce qu'il y avait notamment Bruit qui passait à Lausanne et ça m'aurait vraiment j'aurais vraiment adoré aller le voir. Puis en plus j'avais prévu d'aller à un autre concert le vendredi soir avec mon beau-frère et néanmoins ami Fuliane, et puis voilà, ça s'est pas fait parce que j'étais vraiment pas en état. En fait, ça fait depuis lundi à peu près que ça va mieux. Lundi, j'ai bossé depuis la maison. Mardi, je suis retourné au bureau, mais je me suis un petit peu isolé dans un bureau avec un masque sur la gueule parce que je tousse toujours. Et puis voilà, donc j'ai pas envie de postillonner dans tous les coins. Mais voilà, donc la question de la taxonomie, Axel, puisque tu es là, est-ce que tu as des idées ? Oui, je sais, tu arrives au milieu du bazar, donc t'as peut-être pas forcément le contexte. Mais
Ma question, c'est, comme tu vois à l'écran, taxonomie, donc j'ai 2 cas de termes qui veulent pas dire exactement la même chose, mais pour lesquels j'ai à peu près le même nom. Alors, par exemple, pour le trait, quand je parle de trait au départ, je parle de tout type d'éléments narratifs qui apportent un bonus au personnage. Tout type d'éléments narratifs et descriptifs, hein, en fait. Et puis aussi, c'est la sous-catégorie, donc trait plus, c'est la sous-catégorie qui désigne, en fait, tout ce qui est compétences, caractéristiques, etc., avant qu'on ait les clés. Donc, du coup, là, maintenant, faut que je trouve... T'as pas de cerveau, et tu vois le souci, bah voilà. Donc voilà, puis équipement, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est un terme générique pour désigner tout ce qui concerne le matos, et ça désigne aussi l'élément de matériel que le personnage porte. Je pense que ça sera plus facile à trouver, mais quand même, c'est des choses sur lesquelles il va falloir que je me penche un petit peu pour arriver à trouver des idées qui tiennent la route. Et puis en fait, Virtray remplace par atout. Ouais, ça serait une idée. Atout, ouais. Et les gens qui vont dire que je fais encore un truc à base de Yas. Ah, je crois que c'est dommage, je crois qu'il n'y a pas encore personne qui a fait un jeu de rôle à base de Yas, ça serait assez rigolo. Faudrait que j'y songe un jour. Le jeu de rôle de la suicitude. Ah, ça pourrait être les Valaisans dans l'espace. La version JDR des Valaisans dans l'espace. Avec un système de résolution basé sur le Yas. Ça pourrait être assez fun. Alors, je vais quand même le mettre ici. Parce qu'effectivement, c'est pas complètement déconnant. C'est la définition je pense que tu voulais dire atout, c'est que c'est pas des traits mais des avantages. Donc atout, effectivement, oui. Oui, c'est... Alors, non, parce que... je ferais plutôt ça à l'envers. Et je t'explique pourquoi. Parce que dans le trait générique, tu as aussi les conditions. Et les conditions, c'est pas des atouts, c'est même le contraire, c'est des défauts. Donc, je garderai trait pour l'élément descriptif et j'utiliserai atout pour la sous-catégorie. Je sais pas ce que t'en penses. D'ailleurs, il faut pub qui apporte un modificateur aux actions du personnage. C'est moi ou il y a 2 espaces là? Non, c'est moi. Ok. Alors partons là-dessus. Ça paraît effectivement une bonne idée. Matériel ou matos pour l'équipement? Oui, je pensais à ça aussi. On garde équipement pour le truc générique et puis matos pour le truc secondaire. Écoute, partons comme ça à la base. Il va falloir que je réécrive une tonne de trucs. Mais pardon. Mais au moins ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu différencié. Et je vous remercie beaucoup tout le monde, hein. C'était un petit peu ce que j'espérais, d'avoir un petit peu un déclic là-dessus. Et puis, alors Victor, t'avais déjà vu, mais pour Axel et pour Alizia, je crois que vous étiez pas là au début. Le touk. J'essaie de retrouver le truc que j'avais dit à propos des traits. Voilà. Voilà, ce que je disais au début, c'est que si on veut faire un idéal platonicien du PJ d'Erdorin 2300, en fait, la feuille de personnage correspond
plus ou moins équivalent à la description du personnage. Et donc là, dire en théorie, tout élément descriptif d'un personnage est un trait, son peuple, sa culture, ses compétences, même son pseudo. Idéalement, les traits et les clés racontent l'histoire du personnage et réciproquement. Genre, quand j'étais mercenaire, donc ce qui est un trait, là du coup, ça serait atout, j'ai appris à tirer à l'arme lourde, clé, et à réparer un turbopropulseur avec microflanche de fer blantier, clé. Alors, c'est pas toujours possible, ni même souhaitable, mais c'est un petit peu l'idée générale. Et je pense, alors, il faudrait quand même arriver à mettre ça, parce que, du coup, comme les clés ont un élément chiffré là derrière, alors pas platonique, platonicien. Si j'ai dit platonique, c'est une erreur, ça serait plutôt platonicien. Mais effectivement, avec les Eldar, ça peut pas être platonique. Enfin, si potentiellement c'est faisable, mais enfin, c'est de la grosse perversité, on va dire. Plouf. Et oui, la blague tombe à l'eau. Marque avec le temps qu'il fait, c'est un petit peu logique, hein, je veux dire. Un peu tout tombe à l'eau, là, ces temps-ci. Vu ce qui flotte. Voilà, et du coup, ça c'était un truc dont je m'étais aperçu lorsque j'avais regardé un petit peu la manière dont étaient faits les personnages pré-tirés. Je vais essayer de vous en montrer un, parce que vous allez voir que c'est pas super sexy, on va dire. Si j'arrive à dupliquer... Alors, touk. On va ajouter une écran, il sera capture d'écran, PDF. Voilà. Je vais aller chercher un... Alors, du coup, je l'ai pas ouvert, donc c'est pas très malin. Alors là, je cherche un petit peu mes personnages, mes feuilles de personnages. Ouais, alors là, il y en a un. On va utiliser ça. Alors, bon, bien sûr, OBS, on va capturer l'écran, capturer l'application, et l'application, ça sera aperçu. Voilà. Tac. Ah oui, mais il me fait un peu n'importe quoi là en fait. Voilà, et du coup, si je fais transition, bim, voilà. Alors là, je vais vous montrer un petit peu donc le pré-tiré que j'ai pour Eldorine 2300. Et voilà, bah typiquement, on a un personnage Rowan. Il a ses compétences très Rowan, mercenaire. Et là, en fait, les traits tels qu'ils sont définis ici, on recoupe un petit peu le côté création de personnage lambda. La template, en fait, oui, c'est soviète, oui. La template de la création de personnage où tu vas choisir un peuple, tu vas choisir une culture, tu vas choisir 2 métiers. Et du coup, bah voilà, t'as ton truc là. Mais en fait, à la création de personnages, tu vas pas être obligé de choisir
cette fois, tu peux tout à fait avoir des traits libres. Si tu décides que ton personnage Rowan, le fait qu'il soit Rowan, c'est pas une caractéristique première de son être, bah tu peux très bien ne pas utiliser comme trait Rowan. Tu peux utiliser, je sais pas moi, pilote ou bourlingueur ou autre chose. Donc voilà, c'est au début, bah tu vas avoir quatre traits. Pour chaque trait, tu vas avoir deux deux clés. Et puis bah tu vas avoir l'équipement. Alors tu vas avoir normalement un équipement, et puis là le vaisseau, il se trouve que bah le vaisseau il est commun à tous les personnages en fait. Mais lui ton pilote, bah c'est un petit peu le propriétaire. Voilà. Ouais, c'est bon, vous ne voyez pas le machin. Int demande à Ali et moi de faire la feuille de personnage. Oui, bien évidemment. Non, mais ça se fera en temps et heure. On va faire effectivement une feuille de personnage qui va ressembler déjà plus à autre chose. Mais là, pour l'instant, moi, c'est ma feuille pour faire des pré-tirés, pour faire des parties de démo sur un prototype pas fini, avec encore plein de bouts qui dépassent et la peinture pas sèche. S'il y a peinture, ce qui est même pas garanti. Je veux dire, il n'y a pas la peinture, il y a juste l'anti-rouille, à vrai dire, à ce stade-là. Donc oui, quand il y aura une mécanique de jeu et des trucs qui soient dignes de ce nom, eh ben on va commencer à réfléchir sérieusement à l'identité graphique du jeu et à comment on va faire ça. Mais enfin, pour l'instant, c'est rustique, c'est soviétique, je suis parfaitement d'accord. C'est mode goulag. Ouais, n'exagérons rien. Hein, mais c'est clair qu'on est plus dans le domaine de la betteravière soviétique que de la Testarossa. En même temps, je pense que la betteravière soviétique est plus adaptée au style d'Erdorin que la Testarossa. Mais c'est voilà. c'est mon point de vue personnel. Mais voilà, le truc. Je pense qu'il faudra aussi mettre un petit peu séparer les éléments qui sont par exemple de tout ce qui est de la description du personnage et des traits, parce que typiquement, bah, le fait que ton personnage soit un Elda, ça peut être tout à fait un élément descriptif important, mais pas un trait ou un atout qui rentre dans la feuille de personnage. Et c'est là où en fait je rentre un petit peu dans les limites de ce que je disais au départ, à savoir en disant que tout ce qui est sur la feuille de personnage peut être potentiellement un trait. Ben en fait non, il y a des trucs purement il y aura des trucs qui seront purement descriptifs, et il y aura des trucs qui seront dans le cadre de la mécanique de jeu. Et je pense qu'il va falloir un petit peu adapter ça de façon à ce que ça soit un petit peu plus propre. Entre une Testarossa et un ZIL 131, on est ok, je prends le ZIL. Ouais, bah oui, bah. Alors après, je sais pas. Je pense qu'il y aurait des discussions à savoir lequel des deux est le moins fiable. Alors, je suis pas certain. Je parie pas forcément sur le ZIL, mais enfin, honnêtement, ça va se jouer à pas grand chose, hein. Ça va se jouer un demi-joint de culasse, à mon avis, ce genre de choses. Voilà, donc là, ben, on a des éléments, donc vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les feuilles de personnages. Les îles roulent depuis 1960 en Sibérie, mais si mes souvenirs sont bons, elles sont plus fabriquées. Hein. Bon, tu me diras, les Testarossa non plus. La légendaire élégance du T-34. Oui, complètement. Et encore, ça dépend de quel T-34 on parle. Et là, c'est un joueur de World of Tanks qui parle. Et très franchement, dans les chars soviétiques, le T-34 n'est pas forcément le moins élégant du lot. Hein, parce que si on parle du KV-2, par exemple, ça, fondamentalement, où t'as l'impression d'avoir un char qui est monté sur un autre char, enfin bref, c'est assez catastrophique. C'est le genre d'engin dont j'ai tendance à dire qu'il a à peu près le niveau de camouflage d'une grange enflammée. Est-ce que les clés peuvent être liées d'un trait à l'autre ? Alors, je dirais que non. Dans l'absolu, une clé est liée à un trait, enfin à un atout, pas à plusieurs. Après, tu peux avoir des clés qui ont le même nom dans des atouts différents. Une brique sur une plus grosse brique, oui, c'est un petit peu ça. Avec sur la brique du dessus, t'as un canon qui dépasse.
Alors, sérieux, pour toi, l'esthétique se pense en même temps que les bases du jeu. En fait, on connaît cette esthétique, c'est pas dur pour Ali et moi de faire un premier jet un peu chiali en maquette. Je pense que c'est quelque chose... Alors là, je pense qu'il va falloir qu'on discute. Ça, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il va falloir qu'on discute assez sérieusement de l'identité graphique d'Erdorine 2300. Ça tombe bien d'ailleurs qu'on se voit en physique dans pas longtemps, on pourra sans doute en discuter à ce moment-là. Mais je pense que c'est pas aussi évident que ça. Principalement parce que l'univers d'Erdorine regroupe pas mal de cultures, et est-ce que tu veux faire un truc qui soit plus terrien, plus Eldarine, plus Syansk? Non, probablement pas Syansk, hein, mais voilà, comment est-ce que tu arrives à faire à gérer un petit peu tout ça? Je dirais qu'il y a des grandes lignes qui sont assez claires, mais c'est pas... tu veux une charte graphique, j'ai compris. Alors oui, ça serait pas plus mal d'en discuter. Alors après, oui, on peut discuter sur la question de la charte graphique. Je pense, très sincèrement, qu'à ce stade, ce n'est pas urgent. On peut en discuter, mais c'est pas... Dans mes ordres de priorité, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus haut. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Il y aura des choses à voir au niveau de la bible graphique aussi. La charte graphique, c'est quelque chose qui va se rapporter à l'imprimé, à l'objet, ainsi peut-être aussi au site web ou des choses comme ça. Mais enfin, fondamentalement, dans le domaine du méta d'une certaine façon. Mais je pense qu'il va falloir aussi qu'on définisse la question de la bible graphique, à savoir à quoi ressemble tel ou tel élément dans telle ou telle culture. Alors, je suis bien conscient que un truc comme ça va probablement offenser toutes les sensibilités graphiques de la maisonnée Axel et Ali, mais voilà, t'as commencé, parfait. Moi, c'est très bien. Depuis un mois, bah c'est cool ça, c'est cool. C'est cool, c'est excellent. Voilà, mais enfin bon, l'idée, c'est quand même de faire un truc qui soit un peu plus, enfin la possibilité de faire un truc qui soit un peu plus narratif, et tout en gardant une certaine lisibilité pour les éléments importants pour les mécaniques de jeu. Mais typiquement, je pense qu'avec un petit peu un minimum de travail rédactionnel, tu peux tout à fait prendre un de ces traits, par exemple Humain Highlander, et le transformer en un paragraphe, un court paragraphe qui va raconter l'historique du personnage. Humain Highlander, tradition militaire, la procédure, hein, tout à fait. Donc je suis un humain né en Fédération des Hautes-Terres, Highlander, génotype C, j'ai été élevé dans le pur respect de la tradition militaire. Pour moi, la procédure, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Même si je ne suis plus, je suis en rupture de banc avec l'armée de la Fédération des Hautes-Terres, c'est quand même quelque chose qui est fixé dans mon éthique personnelle. Typiquement ce genre de truc. Tu vois, le deuxième paragraphe, de la Fédération des Hautes-Terres, je me rappelle les douloureux problèmes de gestion avec la bureaucratie, et un certain nombre de formulaires égarés qui m'ont valu des gros problèmes avec certains des services secrets et des services secrets en Fédération des Hautes-Terres. Il y en a beaucoup. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a que ça, mais pas loin. Citation, il y a des procédures pour ça. Oui, complètement. Mais ça pourrait tout à fait quand tu dis la procédure, tu pourrais tout à fait dire un truc du genre, dans le manuel technique C142 à la page 18, paragraphe 14, il est clairement indiqué quelle est la marche à suivre. Pour les autres auditeurs, je n'aime pas du tout le système de jeu en question, mais il est bon. C'est juste que je n'aime pas. Ok.
C'était pas d'une grande aide. Bah écoute, si, pour l'instant, t'es d'une aide tout à fait raisonnable. Alors, c'est un petit peu dommage que tu l'aimes pas, parce que moi, je veux dire, je suis, plus ça va, plus je l'aime bien. Parce que c'est assez l'idée que je voulais avoir. Et puis, l'idée aussi un petit peu de permettre la citation, mais tu peux, hein, je veux dire, typiquement, voilà, je veux dire, sous ingénieur, tu vois, il a une citation qui est « Je lis Yutsegorin dans le texte ». Il y a un autre personnage un petit peu plus loin, je vais essayer de vous le trouver. Voilà, l'arcaniste, il a une citation sous Arcane qui est « Moi, je suis personne ». Je l'ai pas mis en citation, mais c'est complètement. C'est complètement le truc. Oui, c'est un personnage qui, dans les liens, il a son double astral. Il a des grandes séances de discussion et de psychanalyse avec son double astral. C'est assez particulier. Là aussi, le diplomate Atalène, il a comme citation « Je lis en toi ». C'est pas du tout ta tasse de thé. Bah écoute, ma foi... Voilà aussi l'humain, l'enquêteur Highlander, l'enquêteur européen qui a ne faites pas attention à moi et j'ai vu et bu pire. Oui, lui c'est un petit peu un alcoolo quand même. On a aussi le Talvaride spécialiste en démolition. Ce n'est pas une explosion, c'est de l'art. Il pourrait être Cyan. Voilà, non mais typiquement dans ces atouts /atouts, tu peux complètement avoir une citation. C'est pas un problème. Ça ne changera rien. Fondamentalement, que tu aies un terme ou une citation, ça va pas changer grand-chose. C'est peut-être que dans certains cas, et ça tu vas commencer à faire un petit peu du gaming là-dessus. Je pense qu'avoir une citation, c'est moins flexible que d'avoir un terme plus générique, on va dire. Voilà. Alors, en fait, en grande partie, la raison pour laquelle ces feuilles de personnages sont un petit peu structurées comme ça, c'est aussi parce que c'est des reliquats de versions précédentes des mécaniques de jeu d'Erdorin 2300. Puisque à l'origine, en fait, je me suis parti sur un système que j'avais développé. En fait, quand j'ai écrit Tigre Volant, à un moment donné, je me suis lancé comme défi de dire « Ok, je vais faire un kit de démarrage qui fera 10% de la taille du livre de base. Le livre de base fait 320 pages, je vais faire un truc de 32 pages. » Et du coup, j'ai pris le livre de base, j'ai sabré une tonne de trucs. J'ai rajouté à la fin des mécaniques de jeu ultra simples pour arriver à un truc de 32 pages. Bon, je crois que ça faisait un peu plus, ça devait faire 40 pages en rajoutant le scénario. Et en fait, je suis arrivé à avoir un kit de démarrage qui est sorti après que le jeu soit end of life. Mais bon, ça c'est un autre souci. Mais du coup, je suis parti de cette mécanique qui était très simplifiée de Tigre Volant Light. Je l'ai redéveloppé pour faire un truc qui était Erdorin, Tigre Volant 4, Erdorin 2300. Et c'est à partir de là qu'Antoine est arrivé et a mis au point le système Love Inside que l'on voit maintenant. Donc c'est un petit peu de là que ça vient tout ça. Et du coup, les personnages prétirés, en fait, une grande partie des trucs étaient raisonnablement compatibles. Donc j'ai gardé un petit peu les mêmes idées. On va dire en fait la structure des compétences était très compatible. Après il y avait des mécaniques. Le Tigre Volant Light, c'est encore un système qui se joue avec des dés. Mais voilà, donc là c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Après, il y a un élément sur lequel je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc sur lequel il va falloir vraiment que je commence à bosser un peu plus, qui est, en fait, c'est un des trucs les plus compliqués. C'est étant donné qu'on a une mécanique de jeu qui n'est pas basée sur des jets de dés, mais sur des scores à atteindre, la manière dont on formule les demandes d'action au personnage est quand même pas mal différente. Ça nécessite de penser différemment en tant que MJ. Tu peux pas dire à un personnage « fais-moi un jet de... »
tu dois lui dire, alors ça c'est machin, il me faudrait la difficulté de l'action, elle est de 5, qu'est-ce que tu peux me poser sur la table pour arriver à 5 ? Bon, généralement, quand t'as un personnage débutant et puis que quand tu alignes une compétence, un atout et puis de 2 clés, t'arrives à 3, va falloir que tu trouves va falloir que tu commences à aligner du love. Et du coup, c'est un petit peu aussi la question, mais typiquement le truc du genre fais-moi un jet de perception, vraiment le truc super bateau. Ça tu peux pas vraiment le faire. Ça colle pas vraiment avec la façon dont les mécaniques fonctionnent. Donc il va falloir que je codifie un petit peu. Je fasse un petit peu toute proportion gardée, parce que je ne suis pas Jonathan Baker, il va falloir que je fasse un truc un petit peu à la Apocalypse World, où que je pose des définitions claires de quelles sont les différentes choses qu'on peut faire. Même si en vrai tout le monde fait comme ça, mais c'est pas la peine d'avoir des règles. C'est un truc que j'avais trouvé assez fort dans Apocalypse World. En fait, Apocalypse World, il te met des règles qui ont l'air super strictes, et en fait quand tu regardes attentivement, c'est déjà ce que tu fais en tant que meneur de jeu quand t'es un petit peu... Comment est-ce que je résous dans mon idée un jet de perception, justement ? C'est justement ça le problème. Ça tue l'idée des enquêtes classiques à coup de toc, en fait c'est une bonne nouvelle. Alors oui, complètement. Je pense que justement ça c'est un truc qu'il va falloir voir au niveau des trucs d'enquête, c'est comment est-ce que les gens gèrent ça, et je pense ça va probablement s'approcher un petit peu du système Gumshoe, où là encore tu accumules des ressources pour arriver à un certain score, et que t'es pas forcé de le faire d'un coup non plus. Mais oui, il y a des éléments aussi auxquels il va falloir que je réfléchisse. Ce qu'on avait appelé les squills de terrain dans Freak Squill, où en fait tu peux grappiller des bonus avec les choses qui sont autour de toi. Mais ça nécessite aussi d'un petit peu quémander auprès du meneur de jeu. Ça c'est quelque chose que j'ai pas mis dans les traits. Si on n'a pas les traits, il y a potentiellement également. Alors excusez-moi, il y a un spammer qui vient de débarquer sur Twitch. On va le bannir. On va le on va le bannir. Et on va le signaler. Spam, escroquerie, bolt, altération de falsification de l'audience. Boum, bonjour spammer, au revoir spammer, exactement. Pam. Petit message, pouf. Pouf, là j'ai été... Ouais, en fait, j'ai oublié de passer sur l'autre bidule. Désolé. Alors, c'est une partie des principes de jeu de singularité. Faire un test à l'enquête permet de gagner des points pour obtenir l'indice clé, point que tu peux gagner autrement. Oui, c'est assez similaire de ce que j'ai compris au système Gumshoe, mais effectivement, il suffit d'avoir la bonne idée en cherchant des infos ou des indices. Oui, complètement, mais en même temps, je suis pas certain. Alors, c'est des choses qui seront à voir, mais je suis pas entièrement certain que Erdorin 2300 soit beaucoup un jeu à enquête. Mais on faut jamais douter de rien. Il est pas complètement impossible que les joueurs commencent à faire des trucs là-dessus. Et du coup, oui, il va falloir effectivement discuter de ça. Alors, filtre, j'ai un truc un petit peu bizarre là, mais bon. J'ai l'impression que mon image là sur cette caméra, elle est super sombre, alors que elle est beaucoup plus sombre curieusement que l'image de retour que j'ai sur l'écran secondaire de la caméra. Mais c'est pas grave. Je crois que je vérifie ça à un moment donné. Voilà. Que je regarde un petit peu. Ah bah il est déjà 22h. Ça fait gentiment presque une heure que je papote comme ça avec vous, en tout cas pour ceux qui étaient là depuis le début. Après tout, une quête dans un tel univers n'a rien d'improbable, autant proposer un système simple. Oui, complètement, mais ça, une enquête, oui. Les quêtes aussi, mais ça, c'est autre chose.
Dans l'idée, un jet de perception il faut réunir les clés d'un ou plusieurs traits et augmenter, chercher d'autres mots-clés. Oui, mais si tu veux, le truc, c'est que autant si tu dis fais-moi un jet de perception et puis tu peux vaguement cacher au personnage ce qui est censé chercher, autant dans un système comme ça, tu es obligé d'être un chouïa plus précis. Mais je pense qu'il faut être un petit peu subtil, il faut fonctionner d'une manière un petit peu différente. Mais c'est vrai que en fait le souci c'est que la plupart des jeux de rôle fonctionnent d'une certaine façon. Et dès qu'on sort de cette pratique, eh ben il faut d'une certaine manière réinventer des choses ou en tout cas encadrer comment les jets en quelque sorte se font. Les tests si on veut. Mais oui, voilà, ça c'est ça fait partie. Je pense que ça va être mes devoirs pour la prochaine fois. Il va falloir que je m'attelle à ça. Je veux dire, ça m'enthousiasme assez peu. Je pense que là, samedi prochain, il y a une convention à Fribourg. Enfin, en fait, tout le week-end, il y a une convention à Fribourg qui s'appelait Play and Pulse, auquel on va être avec 2D sans face. J'en profiter pour donner des petits coups de coude discrets à Antoine pour qu'il me pose des trucs. Faut que les gens... Pardon. Faut que les gens comprennent et adoptent le système et donc il faut l'expliquer et le rendre amusant. Oui, ouais, voilà. Alors, à défaut d'être amusant, il faut qu'il soit compréhensible, en tout cas, déjà, pour commencer. Mais c'est vrai que dans le cas d'Erdorine, autant que ça soit aussi amusant, parce que voilà, on n'est pas là non plus pour tirer la gueule. Voilà, bon, je sais pas pour vous, mais moi je sens que ma voix est en train un petit peu de partir en vrille, donc je suggère de bientôt mettre un terme à ce stream. De toute façon, là, j'arrive un petit peu également au bout de ce que je voulais vous expliquer, quelles avaient été les différentes idées que j'avais eues, parce que j'ai quand même un petit peu travaillé sur ces dernières semaines à développer des trucs. On a pas mal discuté aussi avec Antoine, et puis j'avais ces différentes questions que je voulais vous soumettre. En tout cas, merci d'avoir signalé, de m'avoir donné des idées pour ces questions de taxonomie. À mourir alors. Non, pas tout de suite, parce que il faut que j'édite la rediffusion, enfin pour faire la rediffusion, il faut que je la mette en ligne, et il faudra également aussi que j'écrive l'article de blog pour demain, parce que je l'ai pas encore fait. On fait ce qu'on peut, mais c'était déjà très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais passer à la facecam, bim. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été présent d'une part. Les gens qui sont sur YouTube qui vont voir cette vidéo en rediff, merci également à vous. Taxonomie, un mot à garder, je pense. C'est un mot que j'utilise déjà assez fréquemment parce que c'est un mot qui est souvent utilisé dans d'autres contextes, notamment en archivisme, en archivistique. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est et puis également typiquement quand vous avez un blog, tout ce qui est les mots clés, les choses comme ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la taxonomie. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup de vos conseils, vos assistances, merci des différentes idées, en tout cas d'avoir rebondi sur mes trucs. Je suis content en tout cas que ça a l'air de plaire aux personnes qui sont là. Et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée. Pour ceux qui sont intéressés, donc demain, Radio Erdorine direct, et là on va parler des albums qui font peur, parce que c'est Halloween, et puis j'avais pas d'autre idée. Déjà vous allez voir un petit peu les albums qui me font peur à moi, vous allez un petit peu ricaner, hein, mais voilà. J'ai quand même 2-3 idées, et j'ai quand même 2-3 trucs à vous parler. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on va se retrouver dans... une semaine, je pense, pour le prochain Erdorine 2300 en direct, donc jeudi prochain. Et puis sinon, donc pour les gens qui s'intéressent aux choses bruyantes et qui font peur, à demain. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à une prochaine. Ciao!